Bonjour, on commence notre deuxième TD ORL, l'examen clinique en ORL, la deuxième partie qui comporte l'examen du tympan, otoscopie, l'acoumétrie, l'examen vestibulaire et l'examen des paires crâniennes. Tout d'abord, comme tout examen clinique, il faut commencer par un interrogatoire, se présenter au patient, faire un interrogatoire minutieux, l'histoire de la maladie, les motifs de consultation, les antécédents et synthèse de l'interrogatoire. Ensuite, on va passer directement à l'examen de l'oreille. À l'inspection, on recherche s'il y a une implantation normale des oreilles, si la morphologie des pavillons de l'oreille externe et du conduit est normale, s'il n'y a pas de tuméfaction, s'il n'y a pas de malformation ou de déviation. En plus, il faut chercher s'il n'y a pas une tuméfaction pathologique comme l'oreille en chou-fleur qui est ici en première image, qui témoigne d'une périchondrite, une inflammation d'origine infectieuse du cartilage du pavillon de l'oreille externe, qui fait qu'il y a une surinfection, des douleurs atroces et une tuméfaction. C'est très fréquent chez les multitraumatisés de l'oreille, comme les boxeurs par exemple. Ou des tuméfactions de type goutte au niveau de l'oreille, c'est la manifestation de la maladie de goutte ou le tophus de l'oreille au niveau du pavillon de l'oreille, qui est une maladie générale. Ou rechercher s'il n'y a pas de vésicule ou des lésions au niveau de la zone de Ramsay-Hunt. Ici, en troisième image en bas, c'est la zone de Ramsay-Hunt, c'est le zona auriculaire ou apparition de vésicules au niveau de cette zone, au niveau du tragus et au niveau de la paroi postérieure du conductif externe. L'examen clinique, la salle d'examen comme décrit précédemment dans le premier TD, les outils ou les instruments d'examen clinique en ORL. Comment fait-on une otoscopie chez l'enfant? Il faut savoir que l'enfant ne se laisse pas examiner et il est turbulent, il bouge, il a peur de la blouse blanche, donc il faut le mobiliser, sinon il y a un risque de traumatisme de l'oreille ou du conductif externe. Donc cet enfant de bas âge doit être mobilisé par l'infirmière ou par la maman, d'une façon à ce qu'avec un bras, elle mobilise le tronc et les épaules du patient, et avec un deuxième bras, elle fixe la tête latérale d'un côté puis d'un autre pour permettre d'examiner les deux tympans. Il faut savoir que pendant les crises de pleurs de l'enfant, quand il a peur, il devient tout rouge, donc il faut faire la part des choses entre la rougeur qui est due aux pleurs et la rougeur du conduit du pavillon ou du tympan carrément. L'otoscopie consiste à un examen direct du pavillon, du tympan, qui consiste à utiliser une source de lumière, à savoir un miroir de Clark, un jeu d'otoscope ou de spéculum otoscopique. Cet otoscope doit être maintenu au niveau du conduit, tiers externe du conduit par une main, et le pavillon de l'oreille doit prendre l'autre main pour tirer un petit peu le pavillon de l'oreille en haut et en arrière. Ceci permettra de déjouer la courbure du conduit auditif externe et permettra de voir la partie antérieure du tympan. Donc, c'est pas vraiment vertical. Le jeu d'autoscope doit être, on va dire, le spéculum doit être orienté en bas et en avant. En bas et en avant, et le pavillon de l'oreille doit être tiré en haut et en arrière. Qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de cette otoscopie? On peut apercevoir tout d'abord la qualité de la peau du conduit auditif externe et la qualité de la peau du pavillon de l'oreille externe. Et puis, s'il y a des sécrétions au niveau du conduit auditif externe de type sécrétion séreuse ou sécrétions purulentes comme les otorrhées purulentes, ou carrément des sécrétions sanguinolentes comme dans le cas des otorrhagies, ou des sécrétions d'eau de roche très claires, ce qu'on appelle l'autolichorée, ou l'écoulement de LCR à travers le pavillon, à travers le conductif externe. On peut aussi avoir, comme au niveau de la deuxième image, un œdème du conduit auditif externe avec, dans le cadre des eczémas du conduit. Cet eczéma peut se manifester par des desquamations et des dépôts blanchâtres, et un œdème du conduit, ça peut se manifester soit dans le cadre de l'eczéma local, soit dans le cadre de maladies de psoriasis, dans le cadre de maladies générales. On peut aussi avoir un érythème au niveau du conduit auditif externe, post-traumatique par exemple, ou suite à une otite externe commune ou diffuse, d'accord,
Cet érythème peut se manifester par une rougeur au niveau de la peau du conduit externe. On peut avoir un traumatisme du conduit avec une lésion, plaie ou traumatisme, soit en introduisant des objets tranchants au niveau du pavillon ou carrément traumatisme du tympan avec autoragie et écoulement des sécrétions purulentes à distance. On peut aussi avoir un rash ou des vésicules comme on a vu précédemment dans cette image qui peut se présenter dans le cadre d'une zona otitique, dans cette image en bas ici, d'accord, un rash et des vésicules au niveau du conduit auditif externe et au niveau de la zone de Ramsay-Hunt. On peut aussi avoir des sécrétions de cérumen, un bouchon de cérumen qui est d'aspect marron ou marron foncé. Ce cérumen de nature sécrétée physiologiquement par les cellules acérumènes, cellules cérumineuses au niveau du conduit externe. Il constitue un film de cérumen ou un film sous forme de cire. Ce film, en réalité, son rôle est de protéger la peau du conduit externe par un pH qui est alcalin et par son pH et par ce caractère hydrophobe. Ce caractère hydrophobe qui fait que cette constitution de film de cérumen ne permet pas la stagnation de l'eau, donc ne permet pas la pullulation de germes. Ce bouchon, lorsqu'on fait un nettoyage intempestif au niveau du pavillon de l'oreille externe, se constitue quand on pousse un petit peu les sécrétions cérumineuses à travers l'orifice du conduit externe vers le fond du conduit. On pousse le bouchon les sécrétions cérumineuses, le dépôt de cellules mortes, quelques poils et quelques débris, quelques saletés au niveau du conduit. Ça constitue un bouchon compact qui peut se manifester par une surdité de transmission. On peut aussi trouver à l'examen otoscopique un corps étranger, surtout chez les enfants, au niveau de l'oreille, qui se manifeste soit par une surinfection, soit par des douleurs, ou carrément une surdité, une hyparousie. On peut aussi avoir un conduit rétréci, la lumière du conduit qui est rétrécie, soit dans le cadre d'une inflammation ou dans le cadre d'un traumatisme, ou carrément constitutionnellement rétréci dans le cadre des malformations osseuses, à savoir les exostoses du conduit auditif externe, qui sont très fréquentes au niveau chez les surfeurs. On va passer directement, après l'examen du conduit auditif externe et du pavillon de l'oreille externe, on va passer à l'autoscopie et à l'examen du tympan proprement dit. Donc, l'examen du tympan, ici nous voyons une image d'un tympan d'aspect normal chez un patient. C'est un tympan de l'oreille gauche. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on doit chercher à l'autoscopie chez un sujet normal. Quels sont les critères de normalité d'un tympan, on va dire. Donc, quels sont les critères de normalité d'un tympan? Il faut savoir tout d'abord, c'est la couleur. Un tympan normal est un tympan qui est de couleur gris perlé, quelle que soit la race de la personne, noire, jaune ou anglo-saxonne ou arabe. La couleur, elle est gris perlé. La deuxième chose, c'est l'aération de l'oreille moyenne, la qualité de l'aération de l'oreille moyenne. Une oreille bien aérée, bien pneumatisée, fait qu'on voit qu'un tympan, lors de ce qu'on voit le tympan, on voit le triangle lumineux. Le triangle lumineux reflète en réalité la lumière de l'examinateur, mais il témoigne aussi d'une bonne aération de l'oreille moyenne. Donc c'est une oreille qui est bien aérée et c'est un critère de normalité. Troisième chose, c'est l'intégrité du tympan. Pour dire qu'un tympan est normal, il doit être intègre, il ne doit pas être perforé, il ne doit pas être dans toute son intégrité. Et cette perforation, il faut la chercher au niveau de tout le pourtour du conduit, du tympan. Donc on doit voir à l'autoscopie tout le cadre du tympan ou le sulcus qui doit être intègre. Donc ce tympan est divisé en deux parties. La partie postéro-supérieure qui est la membrane du shrapnel ou pars flaccida, et la partie antéro-inférieure qui est la plus large, ce qu'on appelle la pars tensa. D'accord? Aussi, un des critères de normalité, c'est qu'on doit voir à travers ce tympan les reliefs ossiculaires. On doit voir le manche du marteau, le col du marteau, le manche du marteau et la spatule au milieu au limbo au milieu du tympan. Donc,
pour résumer, la couleur du tympan qui est de gris perlé, le triangle lumineux qui est antéro-inférieur, le cadre tympanique ou le sulcus qui doit être intègre, les reliefs ossiculaires avec un manche du marteau qui est au milieu, l'embout ou la spatule du marteau qui est au centre et le col du marteau qui est en haut près du shrapnel. Au niveau du cadran, on divise le tympan en 4 cadrans. 3 cadrans antéro-supérieurs, antéro-inférieurs, postéro-inférieurs font partie de la membrane du pars tensa, et qui est la partie la plus tendue, et le cadran postéro-supérieur qui fait partie du membrane de shrapnel. Concernant l'intégrité du tympan et les types de perforations, nous avons deux types de perforations. Nous avons les perforations centrales et les perforations marginales, qu'on verra par la suite quelques exemples en iconographie. Donc pour les perforations centrales, elles intéressent la pars tensa, alors que la perforation marginale, elle touche le shrapnel. Là, au niveau de la perforation centrale, elle ne touche pas le cadre ou l'annulus ou le sulcus, d'accord? Elle ne touche pas le cadre du tympan, alors que une perforation marginale peut toucher le cadre osseux. La perforation centrale aussi, elle ne touche pas les structures osseuses, alors que lors d'une perforation marginale, on peut trouver une atteinte des osselets. La perforation centrale ne touche pas les osselets, et elle est souvent l'apanage ou elle est fréquente dans les cas des otites moyennes chroniques simples ou otites muqueuses ouvertes. Alors que la perforation marginale, c'est l'apanage des otites moyennes chroniques cholestéatomateuses. Nous allons voir quelques... Et puis, en fin d'examen, bien sûr, ne pas oublier d'examiner les deux tympans, d'accord? Ne pas oublier d'examiner les deux tympans. On a deux oreilles. Ça ne veut pas dire que le patient présente une symptomatologie dans une oreille qu'on doit examiner que cette oreille. On doit examiner toujours les deux oreilles, les deux côtés, à l'inspection et à la palpation, et l'examen du conduit, ensuite l'examen des deux tympans. Donc, on va voir quelques images iconographiques. Là, nous voyons une image de bouchon de cérumen, qui est un magma de sécrétions cérumineuses qui se sont accumulées au niveau du fond du conduit. Ça peut entraîner des douleurs, et surtout ça entraîne une surdité de transmission. Là, on voit des images d'un corps étranger au niveau du conduit auditif externe. À droite, nous voyons une perle qui a été introduite chez un enfant. Et à gauche, c'est carrément un insecte, un cafard qui s'est introduit au niveau du conduit externe et qui est mort par la suite après instillation d'alcool ou de solution alcoolique. Nous avons ici une image d'exostose du conduit. Ce sont des déformations osseuses qui surviennent après un certain âge et qui sont très fréquentes chez les surfeurs et les nageurs. Nous avons ici une image d'un furoncle du conduit auditif externe. C'est une pyodermite infectieuse à point de départ cutané qui se manifeste par un petit abcès sous-cutané avec un bourbillon. Nous allons pouvoir avoir la phase de maturation et la phase de suppuration. Nous avons ici l'aspect otoscopique d'une otite externe nécrosante, ou également appelée otite externe maligne chez les diabétiques, avec un aspect pseudotumoral, des granulations inflammatoires qui intéressent le plancher du conduit auditif externe et qui peuvent se manifester par une paralysie faciale, par des otorrhées, par des douleurs et par d'autres complications locales et générales. Nous avons ici l'aspect d'automycose. À gauche, c'est un aspect d'automycose à base de Candida albicans. Et à droite, c'est une automycose aspergillose du conduit auditif externe. L'aspect est marron foncé. Là, nous avons un aspect d'un tympan post-traumatique. C'est une perforation tympanique post-traumatique après un blast auriculaire ou une explosion d'un pétard ou d'un bruit très fort. Là, nous avons un aspect d'une otite séromuqueuse, ce qu'on appelle l'épanchement rétrotympanique sans inflammation, épanchement liquidien rétrotympanique sans inflammation, qui est très fréquent chez les enfants et qui se manifeste seulement par une surdité. C'est pas une inflammation, c'est simplement du liquide muqueux qui s'est accumulé à cause d'une obstruction pathologique de la trompe d'Eustache, qui fait que ce liquide, quand il stagne en rétrotympanique, vous voyez les bulles d'air et le niveau liquidien,
va entraîner une surdité de transmission chez les enfants, très fréquent chez les enfants. Là, à droite, c'est le traitement, c'est pas la même oreille, là c'est une oreille gauche et là c'est une oreille droite, deux iconographies différentes, avec un aérateur transtympanique qui a été mis en place, c'est le traitement des otites séromuqueuses ou ce qu'on appelle le yo-yo ou le drain transtympanique, d'accord, qui a remis l'aspect normal du tympan avec un triangle lumineux, avec les reliefs ossiculaires qui sont bien visibles et avec de l'air derrière le tympan. Là, c'est les 3 ou 4 étapes, on va dire 3 étapes, et la phase séquelaire de l'autoscopie de l'otite moyenne aiguë. Dans le cadre de l'otite moyenne aiguë, le stade de congestion avec un aspect rouge inflammé et perte de relief ossiculaire, le stade de suppuration avec un aspect bombé très infecté et une collection suppurée rétrotympanique, le stade de la perforation avec issue de pus pulsatile rougeâtre, et un stade de séquelles avec une petite perforation séquelaire post-otitique. Là, beaucoup d'images vous avez 5 images sur les otites moyennes chroniques simples, avec une perforation le plus souvent antéro-inférieure, sur une oreille droite ici, là sur une oreille gauche antéro-inférieure, bien limitée. Comme vous voyez, les caractéristiques de la perforation, elles ne touchent pas le cadre, et elles ne touchent pas les osselets, et elles sont centrales, ce qu'on appelle les perforations centrales. Parfois, elles sont suppurées avec des sécrétions purulentes et un aspect inflammatoire du tympan. Et parfois, elles sont asséchées comme ici. Là, par revanche, on va voir les otites moyennes chroniques cholestéatomateuses avec des perforations marginales. Vous voyez l'épiderme. Alors, l'otite cholestéatomateuse, c'est par définition la migration de la peau au niveau du conduit auditif à travers le conduit externe, à travers une poche de rétraction, vers l'oreille moyenne, qui est censée contenir que de la muqueuse. Donc, cette peau va desquamer, va migrer et va détruire l'os. Elle va entraîner des perforations marginales qui touchent le cadre osseux, qui touchent ici les osselets, qui touchent la partie de la membrane du shrapnel, très purulente, fétide, qui donne des odeurs très fétides et qui donnent des surdités et d'autres complications extra- et intracrâniennes. Là, on a un aspect de plaque de tympanosclérose dans le cadre d'une séquelle de l'otite moyenne chronique. Là, c'est l'otite fibroadhésive avec un tympan qui presque n'existe plus, qui est collé à la paroi interne de la caisse. Et vous voyez, ça moule comme un linge mouillé, ça moule le promontoire, le manche du marteau, ce qui reste de l'enclume et le bouton de l'étrier ici. Passons à l'acométrie. Alors, l'acométrie, c'est quoi? L'acométrie, c'est un test clinique qui permet de dépister de façon qualitative et pas quantitative, surtout qualitative, de l'audition du patient. Ça permet de dire c'est une surdité de transmission ou de perception, et ça permet par la suite de pousser les investigations et de faire par la suite une audiométrie vocale. Donc l'acométrie utilise des diapasons, des Y métalliques en forme d'Y qui sont métalliques, qui émettent un bruit lors de leur stimulation ou de pincement ou de frappe, quand on les frappe sur la table. Donc, tout d'abord, au patient, on demande à quelle oreille est sourde, avec quelle oreille il n'entend pas. Puis, on prend correctement le diapason par le pied et pas par les branches pour lui permettre de vibrer. On choisit le bon diapason. Il y a beaucoup de diapasons en fonction des fréquences, 250 Hz, 500 Hz, 512, 1000 et les 2000, les 4000. D'accord? Généralement, on choisit les fréquences moyennes, des 500 ou des 1000. On le met en vibration et on le pose sur la mastoïde pour tester, comme ici au niveau de l'image, pour tester un petit peu la conduction osseuse. Parce qu'on va comparer la conduction osseuse avec la conduction aérienne. Donc, on va le poser au départ, après stimulation. Quand il va vibrer, il va émettre un son. On va le poser au niveau de la mastoïde pour mesurer la conduction osseuse jusqu'à ce que le patient n'entend plus rien. On explique au patient, quand vous n'entendez plus rien, vous le dites. Et quand le patient n'entend plus rien, on va prendre le diapason et le mettre devant le pavillon de l'oreille et devant le conduit auditif externe. D'accord? Là, comme ici présenté à l'image. Et là, on demande au patient s'il entend toujours les vibrations par voie aérienne. Donc, on va comparer la conduction aérienne par rapport à la conduction osseuse. Et là, on a 2 cas de figure. Si le diapason est toujours entendu plus nettement au niveau de la mastoïde qu'au niveau, c'est-à-dire si le diapason, on va passer au 2e cas de figure, si le diapason est mieux entendu, c'est-à-dire toujours entendu au niveau du méa
que au niveau osseux, on dit que le RIN est positif. C'est-à-dire soit c'est une audition normale, soit c'est une surdité de perception. Mais si, quand on le met de la région mastoïdienne vers l'aérienne, quand on le met en face du pavillon, qu'il n'entend plus rien, ça veut dire que la conduction osseuse, elle est meilleure que l'aérienne. Donc le RIN là, il est négatif et c'est le pathognomonique de la surdité de transmission, c'est-à-dire atteinte de l'appareil transmissionnel. Donc, quand on met le diapason à vibrer, pour résumer, on met le diapason en vibration au niveau de la mastoïde. Dès que le patient n'entend plus rien, on le met en face. S'il entend toujours le diapason, ça veut dire que leur conduction aérienne est meilleure que leur conduction osseuse, donc c'est un RIN qui est positif. S'il n'entend pas, c'est-à-dire si à partir de l'osseuse, quand on le met au niveau de l'aérienne, il n'entend pas, ça veut dire que l'osseuse, elle est meilleure que l'aérienne, ou l'aérienne, elle est moins que l'osseuse. Donc là, ça veut dire que c'est une surdité de transmission. Et puis le deuxième test, c'est l'épreuve du Weber ou le test de Weber. Acoumétrie qui consiste à quoi? À placer le diapason au niveau du vertex, à la verticale médiofrontale, toujours en vibration. On le met au niveau du vertex et on demande au patient de quel côté il entend le patient. Alors, généralement, quand c'est équilibré, dans la majorité des cas, quand c'est équilibré chez un sujet normal, il vous dit c'est indifférent. Il l'entend des deux côtés de la même façon. Mais quand il y a une surdité, il va vous dire j'entends d'un côté plus qu'un autre. D'accord? Donc, quand il y a une surdité de transmission, le bruit est transmis vers l'oreille la plus, on va dire, il entend du côté de l'oreille saine en cas de surdité de perception. Et en cas de surdité de transmission, le patient va vous dire j'entends de l'oreille qui est sourde. D'accord? Donc là, quand il entend, quand le son est dévié vers l'oreille qui est malade, ça veut dire que c'est une surdité de transmission. Et quand le son est dévié, il vous dit que j'entends mieux vers le côté de l'oreille saine, pas l'oreille malade, là c'est une surdité de perception de l'autre côté. L'examen vestibulaire. L'examen vestibulaire, c'est une suite de l'examen clinique otologique et l'examen otoscopique. On doit faire l'examen de l'audition. On a fait l'examen de l'audition par l'examen otoscopique et par l'acométrie, qui doit être complété par une audiométrie tonale liminaire. Mais on doit aussi examiner le vestibule parce que l'oreille a deux fonctions, l'audition et l'équilibre. Donc l'examen vestibulaire comporte deux volets. Le premier volet, c'est la recherche de nystagmus. Et le deuxième volet, l'équilibre postural, ou plutôt, on va dire, les déviations segmentaires. D'accord? Les déviations segmentaires. Il faut savoir que pour assurer l'équilibre postural, l'être humain doit avoir une oreille interne intègre et saine, qui est fonctionnelle, qui fonctionne bien. Il doit avoir un système d'afférence et de réafférence sensorielle, ce qu'on appelle l'appareil musculo-squelettique, qui permet la station debout, qui permet l'équilibre. Il doit avoir un système nerveux central correct et fonctionnel et sain. Il doit aussi avoir un système visuel, proprioceptif visuel qui est correct. L'équilibre est assuré aussi par plutôt c'est une suppléance visuelle qui va aider à équilibrer l'être humain. Et puis des appuis stables, ce qu'on appelle le triangle de sustentation au niveau des membres inférieurs et des chevilles, qui doit être aussi fonctionnel. Tout ça pour permettre un équilibre postural normal. Donc, chez un sujet normal, quand on fait l'examen, on va essayer d'examiner le patient et à chaque fois demander au patient de lever les yeux pour les déviations segmentaires pour enlever en quelque sorte les suppléances visuelles, l'aide visuelle que permet de rééquilibrer le patient. Donc, s'il y a une atteinte vestibulaire dans le cas des déviations segmentaires, quand on ferme les yeux, les déviations sont plus fréquentes et plus frappantes. D'accord? Donc, on revient à notre examen vestibulaire. Au départ, on a dit recherche de nystagmus. Alors, le nystagmus, on va le définir, c'est quoi? C'est un mouvement conjugué involontaire, rythmé des deux yeux, qui se compose d'une phase lente suivie d'une phase rapide de rappel. Alors, ici, vous avez par exemple un œil gauche qui vibre lentement vers la gauche. Ensuite, ça devient rapide vers la droite. Et le sens du nystagmus, il est défini par celui de la phase rapide. Comme ici, il bat vers la droite. D'accord? Dans cet exemple, vous voyez que l'œil, il bat vers la droite. D'accord? Donc, il est défini par sa direction, horizontale ou horizonto-rotatoire, qui est souvent de type périphérique, le vertige périphérique. Il est défini par son sens, qui est le sens de la phase rapide. Son intensité évaluée cliniquement en fréquence. On va compter le nombre de nystagmus, soit avec l'aide de lunettes de Frenzel
ou carrément quand on met un vidéonystagmographe ou un appareil de vidéonystagmographie, ça permet automatiquement de calculer le nombre de secousses par 30 secondes ou par minute. Il existe un nystagmus spontané chez lequel le patient vient avec son nystagmus ou un nystagmus provoqué qui peut être provoqué soit par des manœuvres dites les manœuvres vestibulaires, soit par l'épreuve, soit par le signe de la fistule en faisant une hyperpression au niveau du conduit auditif externe. Donc ça, c'est nystagmus provoqué. Nystagmus spontané, c'est le patient qui vient en consultation, comme dans cette iconographie, qui vient avec des vibrations, des mouvements conjugués involontaires rythmés des yeux oscillants, composés d'une phase lente et d'une phase rapide, d'où la phase rapide qui délimite son sens de ce nystagmus. Il faut dire que ce nystagmus, parfois, quand il n'est pas bien visible, on demande au patient de faire un regard latéral, ce qu'on appelle. Alors, le regard latéral, le nystagmus diminue dans le sens de la phase lente et augmente dans le sens de la secousse rapide, ou dans le même sens c'est-à-dire que sa fréquence va augmenter dans le sens de la secousse rapide. D'accord, ça va être plus visible quand on latéralise le regard à gauche ou à droite. Après avoir terminé l'examen du nystagmus, on va rechercher les déviations segmentaires. On commencera par l'épreuve des index qui consiste à quoi? Qui consiste soit sur un patient assis ou debout, tenu posture bien droite, qui met ses deux mains en face de l'examinateur. Il met le doigt de l'examinateur en face de son doigt comme un repère. Et une fois le repère fait, on demande au patient de fermer les yeux. Et en fermant les yeux, s'il a une atteinte vestibulaire périphérique, il va commencer à dévier d'un côté ou à un autre. D'accord? En fermant les yeux, c'est-à-dire on va enlever la suppléance visuelle, et là, le vestibule pathologique va se manifester par une déviation vers son côté atteint. D'accord? Donc ça, c'est par rapport à l'épreuve des index. Ensuite, on va passer à la manœuvre de Romberg. La manœuvre de Romberg consiste à quoi? Consiste à se mettre debout, pieds joints, bien droit, comme ça, et on reste près du patient en cas où il tombe, et on demande au patient de fermer les yeux, et on voit, il va se latéraliser et dévier d'un côté par rapport à l'autre. D'accord? Ça aussi, c'est une déviation segmentaire dans le cas du syndrome vestibulaire périphérique. On peut aussi avoir la marche aveugle ou la marche étoilée, c'est qu'on demande au patient de faire quelques pas en avant et de revenir, de faire quelques pas en avant et de revenir, les yeux fermés, et on voit s'il y a une déviation en pas, on tolère une petite déviation, mais quand il y a une déviation très importante, ça veut dire qu'il y a une atteinte vestibulaire en fonction du côté du vestibule atteint. Et puis, on a l'épreuve, ou ce qu'on appelle l'épreuve du piétinement aveugle de Fukuda. Qu'est-ce que c'est que l'épreuve du piétinement aveugle de Fukuda? On demande au patient de faire des piétinements des membres inférieurs, comme ça. On va demander au patient de lever un membre, puis de lever le deuxième membre, ensuite de lever un membre et de lever le deuxième membre. Donc, de faire des piétinements au niveau de sa main, les index tendus comme ça, et on lui demande de faire ce piétinement aveugle en fermant les yeux. Quand il va fermer les yeux, il va y avoir, quand il va rendre son membre inférieur du côté ou d'un autre, il va un petit peu faire des déviations. On tolère jusqu'à 30 degrés de déviation. Au-delà de 30 degrés, ça devient pathologique, c'est-à-dire qu'il va dévier du vestibule atteint. Donc, et au final, on va dire que le syndrome vestibulaire est harmonieux quand il y a un nystagmus horizonto-rotatoire qui bat dans un sens et que les déviations segmentaires se font dans l'autre sens. Ça, c'est un syndrome vestibulaire harmonieux. Bien sûr, aussi, en fin de l'examen vestibulaire, il faut faire un examen neurologique approfondi à la recherche d'une cause centrale éventuelle, parce qu'il existe parfois des causes centrales. Il faut qui peuvent être à l'origine de ce nystagmus et de ce vertige et de ces déviations vestibulaires. D'accord? C'est pour cela que l'examen neurologique doit être systématiquement fait devant un vertige, même si on suspecte la nature périphérique. L'examen des paires crâniennes. Alors, concernant l'examen des paires crâniennes, il faut savoir qu'il y a 12 paires crâniennes qui émergent directement du tronc cérébral
et qui vont vers des fonctions sensitives, sensorielles, motrices ou spécifiques des organes. Donc, le premier père crânien, c'est le nerf olfactif. Le nerf olfactif dont la fonction principale est l'odorat. Donc, ce test, l'examen clinique du nerf olfactif consiste tout d'abord à vérifier si les narines sont libres, si les fosses nasales sont libres, s'il n'y a pas d'obstacle, de fermer dans chaque narine et de faire des tests d'odorat pour des odeurs bien spécifiques et de demander aux patients quelle odeur ils sentent, d'un parfum ou un arôme ou carrément des épices. Et là, on demande aux patients s'ils sentent cette odeur à droite, ensuite on change, ensuite on met à gauche et on voit s'il a une anosmie, s'il a une hyposmie ou s'il a un odorat d'aspect normal et soit d'une façon qualitative. La deuxième paire crânienne, c'est le nerf olfactif. Le deuxième paire crânienne, c'est le nerf optique, pardon. Le nerf optique, dont l'évaluation de ce nerf consiste en deux étapes. La première étape, c'est l'évaluation des champs visuels et la deuxième étape, c'est l'acuité visuelle. Donc, première étape, l'évaluation du champ visuel consiste à fermer un œil, tester un œil entre un œil à part. C'est-à-dire, on ne peut pas tester les deux yeux en même temps. Les deux yeux en même temps. Donc, on va tester le premier œil, il va fermer un œil, il va fixer votre nez et vous allez porter un stylo ou un objet et vous allez le faire tourner en périphérie, au centre, puis en périphérie, faire tout le tour de la périphérie et voir à quel niveau, demander au patient s'il le voit toujours en fixant le nez de l'examinateur. On le demande si toujours le stylo ou si l'objet toujours figure dans son champ visuel. On peut trouver une hémianopsie ou une quadranopsie. Ça, c'est par rapport au champ visuel. On fait ça pour l'œil droit, puis pour l'œil gauche. Ensuite, pour l'acuité visuelle, la même chose, on ferme chaque œil. On va prendre le tableau des lettres ou l'échelle des lettres et on va la mettre à 6 mètres et on demande au patient de lire, bien sûr, en se confirmant qu'il sait lire, bien sûr. Et on demande au patient quelle lettre il voit. Le L, le F, le P, le O, le Z, le P, le E, le F. D'accord ? Et en fonction de ça, on va délimiter l'acuité visuelle du patient s'il y a une atteinte du nerf optique ou pas. Troisième paire crânienne, c'est le moteur oculaire commun. On peut tester le troisième et le nerf moteur oculaire commun et le nerf optique avec le réflexe pupillaire. Le réflexe pupillaire, il consiste à quoi? Il consiste à prendre une source de lumière et de la mettre d'une façon progressive vers le champ de l'œil pour voir la dilatation et la fermeture de la pupille, d'accord? Donc vous prenez votre lumière et vous la faites passer comme ça progressivement vers l'œil et vous voyez parallèlement si la pupille se ferme et quand vous éloignez la lumière, la pupille se dilate. Donc on va voir si elle est dilatée ou si elle est fermée. Ça c'est le réflexe pupillaire qui implique l'intervention de deux nerfs crâniens qui sont le moteur oculaire commun, le 3, et le nerf optique. Donc, par rapport aux autres nerfs, le 3, le moteur oculaire commun, le 4, qui est le nerf pathétique, et le 6, qui est le moteur oculaire externe, s'ils interviennent au niveau de la motricité de l'œil. Donc là, vous fixez aussi chaque œil et vous demandez au patient de fixer la tête et de bouger l'œil, de suivre votre cible, votre stylo par exemple, et de la suivre un peu partout en faisant des mouvements de N ou de Z. Comme ça, vous intervenez dans les différents mouvements que fait l'œil. Pour un œil, et puis pour le deuxième œil, la même chose. Le patient fixe la tête et il bouge que l'œil, donc l'œil va bouger vers l'extrême. Comme ça, il fait un mouvement de Z ou de N, comme ça, et parfois, dans le regard latéral extrême, il peut y avoir un petit nystagmus vibratoire. Ça, c'est par rapport aux trois nerfs oculomoteurs, à savoir le moteur oculaire commun, le moteur oculaire externe et le pathétique, le 4. Donc, la cinquième paire crânienne, c'est le nerf trijumeau. Le nerf trijumeau, il intervient au niveau de la sensibilité de la face, au niveau de certains muscles, y compris les muscles massétaires profonds de la face, et plutôt des muscles massétaires de la mastication et de la contraction de la mandibule, et certaines sensorielles par rapport
sécrétion lacrymale et nasale et salivaire. Donc, on teste la sensibilité de la face en comparant toujours, on prend un objet comme une aiguille ou un coton ou un truc léger comme ça et on va comparer les deux zones, la droite et la gauche, bien sûr que le patient ferme les yeux bien sûr et on va toucher et on va dire est-ce que c'est la même sensibilité d'un côté ou d'un autre et c'est quoi, est-ce qu'on vous a touché avec une aiguille ou avec du coton, d'accord? Donc on va comparer les trois zones, le 5-1, le 5 supérieur ophtalmique, le 5 maxillaire et le 5 inférieur. 5-3, 5-1, le 5-2 et le 5-3. Donc vous allez comparer en utilisant d'une façon alternative le coton et l'aiguille pour comparer ce qu'il fait d'une façon aléatoire, avec quoi on teste la sensibilité de la face. Et puis, pour tester la motricité, c'est-à-dire la fonction musculaire motrice de ce nerf trijumeau, c'est le nerf masséter. On demande au patient de serrer les dents complètement et on voit s'il y a une contraction des muscles masséters. Là, s'il y a vraiment une contraction des muscles masséters, ça veut dire que ce nerf est fonctionnel. D'accord? Le 6, on en a parlé tout à l'heure. Le 7, c'est le nerf facial. Le nerf facial, il a aussi trois fonctions, motrice de l'épiface, sensorielle et sensitive au niveau de la zone de Ramsay-Hunt et sensorielle par rapport à la gustation et à la langue. D'accord? Donc, alors pour le 7, le nerf facial et le 5, le trijumeau, on étudie aussi le réflexe cornéen qui consiste à approcher un objet ou un mouvement vers l'œil et de voir un clignement de la paupière qui signifie que ce réflexe est présent. C'est ce qu'on appelle le réflexe cornéen. Il teste le 5 et le 7. D'accord? Donc pour le nerf facial, c'est un nerf principalement moteur pour l'hémiface. Il a des fonctions sensorielles et sensitives au niveau de la zone de Ramsay-Hunt et sensorielles par rapport à certaines fonctions des glandes lacrymales. Donc, ce nerf peut être testé par, on demande au patient de faire des mouvements de grimace, de froncer les sourcils, de gonfler la joue, de faire des mouvements de grincement des dents, de montrer les dents, de sourire et de voir s'il y a une asymétrie d'un côté ou d'un autre. Ça, c'est pour tester tous les muscles de la face. On peut dire dans le repos et à l'expression ou la mimique. D'accord? Le 8, la huitième paire crânienne. La huitième paire crânienne, voilà, la huitième paire crânienne. Alors, le 8, il a une double fonction auditive et équilibre. Donc, l'audition, comme on l'a dit, on a l'acométrie chuchotée ou l'acométrie chuchotée à l'horloge et l'acométrie euh, instrumentale. Donc, l'acumétrie chuchotée, on va chuchoter à l'oreille du patient et on va voir s'il entend ou pas, ou on prend une trotteuse de montre et on la met au niveau de l'oreille et on voit si le patient entend. Et puis l'acométrie instrumentale, l'inclinométrie instrumentale, comme on l'a décrit précédemment, on utilise des diapasons et on va comparer la conduction osseuse à la conduction aérienne pour voir s'il y a une surdité. Par rapport à l'équilibre, l'examen vestibulaire consiste à la recherche d'un nystagmus spontané ou provoqué. Nystagmus spontané qui vient directement en consultation avec des mouvements oscillatoires de l'œil dans un sens. Il peut être provoqué aussi par les manœuvres vestibulaires ou provoqué par les épreuves caloriques, injection de solutions liquides, de l'eau liquide à température froide et à température chaude. Et puis, troisièmement, c'est le nystagmus provoqué par le signe de la fistule, une hypercompression du pavillon de l'oreille en comprimant le tympan à travers une fistule labyrinthique va déclencher un vertige et un nystagmus. Et puis, les épreuves vestibulaires, les examens déviation segmentaire, comme on a décrit précédemment.
Ça, c'est par rapport à la huitième paire crânienne, ou le nerf cochléo-vestibulaire. Ensuite, on a la neuvième paire crânienne, qui est le glossopharyngien. Le glossopharyngien, qui participe avec le nerf vague, le 10, dans la déglutition. On demande au patient s'il a des troubles de la déglutition, s'il a des douleurs qu'il ne peut pas déglutir, qu'il suffoque lorsqu'il déglutit ou qu'il fasse des fausses routes. Aussi, le nerf glossopharyngien avec le 10 participe dans la réaction du réflexe nauséeux ou la genèse du réflexe nauséeux. Chez un patient conscient, on met un abaisse-langue au niveau de la base de langue et au niveau du voile et on va stimuler, ça va créer un réflexe nauséeux et OK, là c'est un réflexe qui est présent par rapport à la stimulation de ces deux nerfs crâniens. Aussi, on demande au patient de dire ah et on voit s'il y a un soulèvement de tout le voile du palais ou seulement un hémivoile. Quand il y a une atteinte d'un côté, on voit qu'il y a le voile du palais qui soulève d'un côté et qui n'est pas soulevé de l'autre, ce qu'on appelle le signe de rideau. En plus de ça, l'atteinte du 10, on peut trouver aussi une dysphonie, on peut trouver des fausses routes, on peut trouver une dyspnée par obstruction, par paralysie des cordes vocales. Tout ça, c'est dans le cadre de l'atteinte de la 10e paire crânienne qui est le vague. La 11e paire crânienne, c'est le nerf spinal. Alors, le nerf spinal, il innerve le muscle du trapèze, des épaules, des trapèzes, et le muscle sternocléido-mastoïdien. Donc, on va voir s'il n'y a pas d'atrophie au niveau de la région des trapèzes, et l'examinateur vient derrière le patient, il met les deux mains sur les trapèzes et il demande au patient, en abaissant le patient, il demande au patient de rehausser les épaules et il voit la résistance, si elle est équilibrée ou s'il y a un côté qui est plus faible par rapport à l'autre. Ça, c'est par rapport au trapèze. Et par rapport au muscle sternocleidomastoïdien, il tourne la tête du patient d'un côté, il fait une résistance, il demande au patient de tourner du sens opposé de l'examinateur, comme ça, et il voit la force du mouvement du sternocleidomastoïdien d'un côté et puis d'un autre. D'accord, ça c'est par rapport au nerf spinal. Et la dernière paire crânienne, ou le dernier nerf crânien, s'appelle le grand hypoglosse, ou le 12. Ce grand hypoglosse, principalement moteur pour la langue. Et donc, on va demander au patient de tirer la langue vers l'extérieur, de la fléchir vers le côté droit, de la fléchir vers le côté gauche, et on voit s'il y a une déviation ou pas, si elle se contracte correctement à droite ou à gauche, et s'il n'y a pas une asymétrie de ces nerfs crâniens. Voilà l'examen en quelque sorte de l'ensemble des paires crâniennes, des 12 paires crâniennes, qui nous paraît un examen essentiel en ORL et en neurologie pour l'ensemble de l'examen, on va dire un complément d'examen ORL. Je vous remercie pour votre attention.